Bonsoir, donc Pierre Sorel, on m'a présenté brièvement tout à l'heure. Je suis aussi quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'épistémologie en général et donc aux sciences. Et aujourd'hui, je vais parler plutôt du cadre juridique. L'idée, c'est que comme on a des regards croisés sur aujourd'hui la désobéissance, et bien moi, je vais présenter un petit peu un regard du côté du droit. Alors, on s'était mis d'accord pour que je présente quelques anecdotes autour peut-être des magistrats ou des avocats. Et puis finalement, j'ai changé d'idée, j'ai désobéi. Et je me suis dit que finalement, ça vaudrait peut-être la peine de préciser, rappeler quel est le cadre dans lequel s'inscrit institutionnellement la désobéissance. Alors, j'ai besoin un petit peu de mes notes par rapport à ça, puisque ce sont des éléments qu'on utilise finalement assez peu, parce qu'on l'utilise de manière plus naturelle et spontanée. Et les termes ont une importance, puisque les mots qui sont utilisés ne sont pas exactement les termes de désobéissance, mais vous allez voir que ça correspond, comme ça a été présenté dans les cadres précédents, à des éléments de positionnement par rapport à une norme, positionnement par rapport à une institution. Et justement, dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, c'est-à-dire la hiérarchie des textes juridiques, et bien finalement, ce sont les textes fondateurs, les textes qui sont au plus haut niveau de la pyramide, qui nous donnent le cadre de ce que l'on peut ou de ce que l'on ne peut pas faire en matière d'obéissance ou de désobéissance. Alors les termes ne sont pas exactement cela, puisque ce que dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en son article 2, elle parle de résistance à l'oppression. Donc le terme est utilisé dans l'article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Donc c'est la résistance à l'oppression qui est le cadre institutionnel qui autorise la désobéissance. Et on va pouvoir donc se poser la question, par exemple, tout à l'heure dans les exemples qu'on a proposés, par exemple l'exemple de Gaulle, est-ce qu'on est dans la situation ou pas de résistance à l'oppression? Si on est dans la situation de résistance à l'oppression, alors éventuellement, il est légal, au sens conforme à la Constitution, de désobéir, en tout cas de résister à l'oppression. Vous voyez, les termes sont légèrement différents. Ce terme constitutionnel, en fait, et c'est pas un hasard si c'est au moment de la Révolution qu'on va avoir des affirmations sur ce qu'est une révolution, et on a des éléments qui sont totalement en miroir, en fait, dans ces questions de désobéissance. C'est-à-dire, faut-il systématiquement désobéir? Qu'est-ce qu'obéir à une désobéissance? Qu'est-ce que désobéir à une désobéissance? Enfin, nécessairement, quand on y réfléchit, on a forcément des éléments de miroir, parce qu'il y a un miroir par rapport à la norme. En 1793, la constitution dite des montagnards parle, elle, d'un droit à l'insurrection. Elle va beaucoup plus loin. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Et donc ça veut dire que là, la désobéissance, c'est pas seulement qu'on peut le faire, on doit le faire. Et donc on va avoir une obligation de désobéir. Ce qui montre bien qu'on a ces éléments de référence. Alors pourquoi est-ce que ça peut avoir lieu à un moment où on a une révolution? C'est les exemples qui ont été donnés par exemple tout à l'heure en histoire des sciences. C'est bien au moment où vous allez avoir une révolution scientifique que vous êtes obligé de casser la norme pour éventuellement en construire peut-être progressivement une autre. Mais donc c'est bien en ces moments de crise que les institutions vont être mises en jeu, qu'il va falloir éventuellement avoir des règles et des possibilités de remettre en cause une norme pour éventuellement en construire une autre. Et ce qui est paradoxal avec la Révolution française, c'est que vous voyez qu'on construit une norme qui autorise le fait qu'on détruit la norme. Donc c'est ces éléments un peu d'autoréférence qui sont surprenants quand on les lit. Ces textes s'imposent à nous puisque le Conseil constitutionnel a indiqué qu'effectivement, dans notre cadre constitutionnel, le droit de propriété, je cite, est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression. Donc la résistance à l'oppression, en tant qu'obligation de désobéissance sous une certaine forme, est bien reconnue comme un élément de notre cadre constitutionnel et institutionnel. Alors, qu'en est-il en fonction des personnes? C'est-à-dire, sommes-nous tous obligés de la même manière de désobéir ou d'obéir? Or, en fait, dans ce cadre institutionnel, nous ne sommes pas tous dans les mêmes situations. Alors on quitte un peu l'entreprise, mais on ne quitte pas le positionnement de l'individu par rapport à la norme. Les premiers, en fait, qui ont un positionnement spécifique par rapport à ces normes et cette obligation de désobéissance, ce sont les fonctionnaires. Pour une raison toute simple, c'est que comme ils sont liés directement à l'État, donc quelque part, ils sont la norme. Peuvent-ils ou pas
être les gardiens des gardiens, comment vont-ils ou pas avoir le droit de désobéir ou d'obéir à cette désobéissance. Alors pour les fonctionnaires, on a très peu de textes. Il faut bien voir que ce cadre qui correspond à des pratiques, en réalité correspond à très peu de textes, et en réalité très peu de jurisprudence. Et j'expliquerai un petit peu tout à l'heure comment finalement on a des phénomènes de régulation qui évitent que la désobéissance se répande trop dans un État qu'on veut quand même un petit peu normer et social. C'est l'article 122 du Code pénal. Alors je vais juste lire la partie qui nous intéresse. Et vous allez voir que c'est écrit négativement, et c'est absolument pas neutre que la désobéissance soit écrite négativement, n'est pas pénalement responsable. La personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires, donc si on fait ce que demande la loi, alors on ne peut pas être condamné pénalement. Et on nous dit, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire ou quelqu'un qui reçoit un ordre, eh bien, il ne peut pas être déclaré irresponsable parce qu'il applique la règle. Dit autrement, vous êtes couvert si vous appliquez la règle, quelle qu'elle soit. Donc finalement, c'est l'obéissance qu'on protège et non pas la désobéissance. On met une exception sur la désobéissance, c'est sauf si cet acte est manifestement illégal. Donc la désobéissance, elle est bien précisée, mais finalement, il nous reste, alors le code pénal, vous voyez à peu près ce que ça peut être, sauf si cet acte est manifestement illégal. Donc ce droit, qui finalement est un de nos droits fondamentaux, c'était dit par les montagnards, mais il ne nous reste que quelques mots dans le code pénal qui nous disaient ça. Alors cet acte est manifestement illégal, donc illégal c'est une chose, manifestement illégal, donc ça doit être apparent, mais qui va considérer ou pas que cet acte est manifestement illégal? On est dans un cadre légal, donc forcément, ce seront les magistrats. Donc ce sont des personnes qui sont payées par l'État, alors qu'ils ne sont pas tout à fait dans une situation juridique qui est identique à celle des fonctionnaires. On a un statut spécifique de la magistrature. Néanmoins, ce sont bien quand même des représentants de l'État qui vont vous dire à un moment donné si c'est manifestement illégal ou pas. Ce qui veut dire que finalement, la seule façon de sortir de ce cadre tel qu'il est écrit par les textes, c'est bien de prendre une responsabilité personnelle, puisque vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas responsable. Cette responsabilité personnelle, elle relève de l'intimité, elle relève d'intention, mais hors ce cadre-là, vous ne pourrez pas être certain a priori, avant même qu'un jugement ait été rendu, que vous étiez ou pas en droit de le faire. C'est seulement après coup, quand un juge aura dit « c'était manifestement illégal », parce que même si ça doit être manifestement, il faut quand même que ça soit constaté. Quelles sont les sanctions? Alors, en fait, ce que disent les textes, quand on le fait, que se passe-t-il quand on désobéit? Bien, les textes sur la désobéissance, là encore, ce n'est pas tout à fait le terme de désobéissance qui est utilisé dans les textes, c'est le terme de rébellion. Et on est bien habitué à la puissance des mots. Désobéir, finalement, ça peut paraître anodin. Se rebeller, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant. La rébellion constitue une rébellion, le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. C'est-à-dire que si vous vous opposez à une personne qui est représentant de l'État, eh bien, donc si c'est dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice, eh bien, vous êtes en acte de rébellion. Pour pratiquer de manière relativement régulière les juridictions pénales, notamment dans le cas des comparutions immédiates, il est très fréquent, je ne veux pas paraître en contestation, mais il est extrêmement fréquent que les personnes qui sont mises en garde à vue, en plus des faits pour lesquels ils sont poursuivis, on va dire vol, etc., il y ait des poursuites au titre de la rébellion parce qu'ils ne se sont pas immédiatement arrêtés lorsque des agents publics les ont interpellés. Et alors vous avez vu dans les termes, il y a une résistance violente, mais en fait, la qualification de résistance violente, elle est apposée directement par les fonctionnaires qui sont en charge de le constater. Donc dans les procès-verbaux, ils disent que la résistance a été violente. Enfin, ils l'écrivent. Et donc il y a bien eu fait de rébellion. Après, ils le décrivent. Mais la rébellion peut prendre différentes formes. De toute façon, les interpellations sont souvent un peu violentes, quoi qu'il arrive. Et donc, la violence, après, la question est de savoir qui l'a provoqué, cette violence. À quoi sert cette protection? Elle permet, en gros, aux agents publics de ne pas être poursuivis devant les juridictions pénales, puisque les condamnations vont avoir lieu, pas forcément sous le cadre de l'infraction qui n'est pas toujours caractérisée, le vol, etc., parce qu'on n'a pas forcément les éléments, mais au moins sous le cadre de la rébellion. Donc vous voyez que la rébellion, c'est vraiment l'élément de régulation de notre système social,
y compris devant les juridictions pénales. Alors les sanctions peuvent être importantes, 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. En général, sont très fréquemment des sanctions accessoires à une peine principale. Donc c'est quitte ou double. Rébellion armée. La rébellion armée, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Je ne vous ferai pas la hiérarchie des armes, mais vous avez des armes par destination. Donc vous ne le savez pas, mais selon la façon dont je me sers de ceci, cela peut devenir une arme. Et puis ça aussi, on sait que ce sont des armes puissantes, comme d'ailleurs les crayons, les stylos peuvent l'être sous d'autres formes. La provocation à la rébellion, le fait d'écrire, peut-être ce soir, est-ce qu'on est déjà dans ce cadre ? La provocation directe à la rébellion, manifestée, alors, soit par des cris, des discours publics. Et là, je m'interroge, il est évident que nous sommes en discours public, et je ne voudrais pas qu'on pense une seconde que je provoque à une forme quelconque de rébellion ou de désobéissance. Tout est filmé. J'assume. Soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole, de l'image, et puni de 2 mois d'emprisonnement. 7 500 € d'amende. Donc vous voyez, je suis filmé en train d'expliciter et on se retrouve de nouveau avec des formes d'image dans l'image. Et sur ces questions, je crois qu'on est systématiquement renvoyé à nous-mêmes, renvoyé à notre système social. Et donc la désobéissance, il y a toujours ces effets miroirs. On a parlé des fonctionnaires, donc qui sont dans une situation particulière. Évidemment, les salariés ne sont pas dans une situation exactement identique. Parce que s'ils sont les représentants d'une norme, ce sont des normes qui sont des normes liées à l'organisation. Ça n'empêche pas tout un ensemble de problèmes qui sont liés du même genre que ce qu'on a indiqué, d'autoréférence, de construction d'une interdiction, mais souvent dans un univers qui est un univers fermé. Et la désobéissance consistant souvent à casser cet univers-là pour rentrer dans un autre univers. Quand on est dans le cadre de la norme légale, constitutionnelle, il n'y a pas d'autre univers. Et c'est pour ça qu'on a les exemples qui nous ont été donnés tout à l'heure, où il faut sortir de l'univers quel qu'il soit. On va sortir de la politique, donc le bateau ne suffira pas, il faut aller ailleurs. Le référentiel, l'institution, doit être mis en cause de manière complète. Par rapport à ces questions, en fait, là, on peut se demander, et je l'ai évoqué tout à l'heure, est-ce qu'on peut avoir une obligation de désobéir ? On l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut être sanctionné parce qu'on n'a pas désobéi ? Alors on a des situations qui sont peu claires, peu nettes, notamment lors du procès de Nuremberg, où les juges ne se sont pas bornés à reconnaître le droit de la personne à désobéir aux normes uniques. Ils ont aussi condamné ceux qui avaient obéi à ces normes, et ils ont transformé le droit de désobéir à un ordre illégal ou unique en un devoir dont l'inaccomplissement mérite une punition correspondante. Et donc vous voyez que progressivement, on peut aller vers des questions qui sont encore plus, dérangeantes de la question de ce qu'est une norme, y compris une norme sociale. C'est-à-dire que la norme sociale et l'obligation de désobéissance, on revient à cette question de manifestement illégal. Quand est-ce que c'est manifestement illégal alors que vous êtes dans un système dans lequel la norme et la légalité en jeu ? Cette désobéissance civile, désobéissance civique, il y a des discussions sur ces différents termes. Bon, elle a une histoire. On a des textes, notamment sur la servitude volontaire chez la Boétie. On a le texte d'Henri David Thoreau, La désobéissance civile. Et ces éléments-là font partie de nos actualités sous différents thèmes. Alors c'est vrai qu'une des figures plus de l'actualité présente, enfin c'est un petit peu ancien maintenant, mais on a des textes sur la désobéissance civique, notamment de José Bové et Gilles Luneau, qui donnent quelques caractéristiques donc d'une désobéissance qui n'est pas exactement celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Et lui, il donne une hiérarchie, une succession d'éléments cumulatifs, un acte personnel et responsable, première chose, connaître les risques, un acte désintéressé, on ne fait pas ça dans son intérêt personnel, un acte de résistance collective, on ne fait pas ça seul, un acte non violent, et on a cité tout à l'heure Gandhi, et on pourrait citer d'autres actes de désobéissance civique qui prennent ces formes, un acte transparent, c'est-à-dire on communique, on n'a rien à cacher sur ce qu'on est en train de faire, et un acte ultime, c'est-à-dire qu'on a essayé toutes les tentatives avant cela. Alors, ce cumul, il est possible dans notre société, qui est une société dans laquelle il y a des violences évidemment, mais qui permet quand même une certaine forme d'expression. Quand on nous parle du procès de Nuremberg, est-ce qu'on pouvait avoir ces éléments cumulatifs dans des situations de ce genre ? Alors les exemples qui sont donnés de manière habituelle, fréquents, sur ces modalités de désobéissance, c'est par exemple le manifeste sur l'avortement, dans lesquels les femmes avaient indiqué qu'elles avaient, que ce soit vrai ou pas, avorté, donc
réaliser des actes illégaux volontairement en se dénonçant et en ayant comme objectif de justement faire bouger la norme, puisque, en tout cas, c'était le seul moyen qu'elles avaient estimé satisfaisant de faire en sorte que ces actes illégaux le deviennent. On a parlé des magistrats, et donc on a parlé des gardiens des gardiens. Qui va garder cette légalité? Et ça fait partie des questions de fond qu'on peut retranscrire dans l'entreprise. On sait très bien que dans les systèmes hiérarchiques, on va être obligé sans doute à un moment ou à un autre d'avoir des gardiens de gardiens qui vont avoir une extériorité. Si vous n'avez que des gardiens internes, ils vont respecter cette norme. Donc on va mettre en place des comités éthiques, des comités externes, des comités d'experts. Bon, est-ce qu'ils seront vraiment extérieurs? Est-ce qu'ils auront l'autonomie pour prendre les décisions et montrer que la règle et la norme doivent changer? Et les magistrats. Souvent, cette obéissance, la désobéissance qu'ils devraient vérifier, en réalité, ils sont eux-mêmes dans la fidélité, avec tout le poids de la racine de ce terme. Fidélité, l'obéissance. Au Second Empire, ils doivent jurer obéissance à la Constitution et la fidélité au président. Et on sait qu'ils ont été amenés, notamment, on va dire en 40, de passer de l'obéissance à l'allégeance. Et on peut s'interroger, à quel moment l'obéissance devient allégeance? Et les avocats dans tout ça? Finalement, eux se retrouvent quasiment dans une obligation, un devoir moral de désobéissance permanente. Et je poserai simplement, ils cassent la norme, en tout cas une partie d'entre eux, ils prennent la norme, ils cassent la norme, ils jouent avec la norme n'a pas de sens, ils cassent le sens de la norme et ils montrent qu'on peut jouer avec dans les différents sens, en tout cas il y a un certain nombre d'avocats, de confrères qui le font. Et on peut simplement se poser la question, mais à ce moment-là, est-ce que la règle qui consiste à casser la norme de manière systématique, désobéir, peut-on désobéir à sa désobéissance? Alors les cadres là sont le Conseil de l'ordre, et quel sera l'intermédiaire entre les magistrats finalement, qui sont éventuellement jusque dans des situations d'allégeance? Je n'ai pas besoin de donner d'exemples contemporains pour montrer que la fidélité à quelqu'un qui est au-dessus, qui va gérer votre carrière, elle peut avoir encore certaines formes de réalité, disons, que la désobéissance n'est pas forcément le trait commun de l'ensemble des magistrats. Et au contraire, de l'autre côté, des avocats qui, eux, peuvent avoir une tendance à systématiquement casser les règles au point que finalement, il n'en reste plus.